Alors, voilà, je suis venu à bout de l'assembleur IBM. C'est le plus compliqué, je pense, celui qui m'a donné le plus de difficultés, demandé le plus d'énergie. Alors, j'avais déjà utilisé l'assembleur 390 il y a quelques dizaines d'années. Je vois que ça a vraiment beaucoup évolué en bien. On va aller voir. Alors je me suis basé sur ce bouquin-là qui est en ligne, que je mettrai peut-être aussi en ligne, après tout c'est pas interdit, qui décrit toutes les instructions, aussi bien celles de l'époque que les récentes, mais c'est quand même plutôt fait pour un assembleur IBM. Donc il va y avoir quelques variantes. Par exemple, je m'arrête là-dessus. Define constant et define space. Ça va pas être ça chez nous. Ça va être des points byte, points word, points quad, des points space, etc. Ça revient au même. Eux, ils travaillent en EBCDIC, donc utiliser leur symbole grand C majuscule entre côtes une lettre, ça va remplacer la lettre par sa valeur EBCDIC. Bon, on n'utilise pas généralement l'EBCDIC, tout le monde maintenant est en ASCII. Alors, j'ai pris pour détailler et comprendre certaines instructions particulières, ou beaucoup d'instructions d'ailleurs, je me suis basé sur ce bouquin-là, notamment pour comprendre ce qu'il voulait dire logical et arithmétique. Je me suis basé, ça peut être intéressant, sur la structure de la mémoire sur les machines Linux. Je vais aller, oui c'est surtout ça. J'ai recopié en fait dans un tableau toutes les instructions par ordre alphabétique. Alors là, des formats d'instructions, il y en a une vingtaine ou plus. C'est le processeur le plus compliqué, 40 ou 50 versions d'opcode. Le plus compliqué que j'ai jamais vu. Donc j'ai recopié ce tableau-là. Je l'ai mis dans instructions, en mettant des couleurs, en mettant des annotations pour bleu c'est juste 32 bits, vert 64 bits, orange c'est floating point, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Ça, ce sont les vieilles instructions de branchement sur des déplacements, on les utilise plus. Je m'aperçois qu'ils ont quand même rajouté de l'immédiat partout. Sachant qu'à l'époque, la seule façon de mettre une valeur immédiate dans un registre, c'était de mettre une valeur par rapport au registre 0. Je vais l'expliquer ça plus tard. Donc ils ont mis de l'immédiat un peu partout dans les branchements, les comparaisons, les chargements, les multiplications, divisions, c'est super génial. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que pour le shift et rotate, il n'y a pas d'immédiat. C'est intéressant, c'est là j'ai mis en violet tout ce qui est comparaison de chaîne, enfin comparaison, move caractère. Alors chez eux, un byte ça s'appelle un caractère. Et il y a pas mal d'instructions sur les octets, ça va nous servir dans notre programme.
Donc avant on n'avait que des branchements sur des masques, donc il fallait se taper les masques, les conditions codes, savoir que telle valeur de masque c'était un overflow, telle valeur de masque c'est un high ou un positif ou négatif ou égalité. Donc ils nous ont quand même mis maintenant des jumps. Les jumps ce sont des branchements pareils, sauf que c'est sur les codes conditions, sur égalité, sur positif, sur négatif. On va beaucoup s'en servir. Donc ça, je vais le mettre en ligne aussi dans l'état où il est. Encore beaucoup de choses à corriger. Bon, il y a des instructions très sympathiques comme le branchement branch on count. C'est un peu le DBRA du 68000. C'est-à-dire on va décrémenter quand on arrive à 0, on ne branche plus. Il y a des branches sur index high ou low equal, c'est-à-dire une valeur de référence et puis une valeur de comparaison. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre que j'ai utilisé. Il a un nom bizarre, c'est-à-dire on va incrémenter par une valeur d'incrémenter spécifiée dans un registre et s'arrêter si on la comparaison. Je ne me souviens plus comment je le rappelais. Là c'est BRCTG. Je crois BRCTG. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Bon, on va revenir dessus. En fait, je les trouvés, ils sont là. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont assez compliqués, ils marchent tous pareil. Par exemple, si on met BXLE R4, R8, S2, enfin, ça c'est un label, c'est une adresse. R4 est incrémenté par le... Ah oui, alors ça marche avec une paire de registres. Alors il y a beaucoup d'instructions qui marchent avec des paires de registres. Sachant que le registre impair qui suit n'est jamais mentionné dans l'instruction. Ça aussi, il faudra faire attention. Donc on va incrémenter notre index, en fait c'est le premier, j'ai mis X, tout ce qui est X c'est index, par la valeur de R8, et si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de R9, on branche. À l'opposé, si c'est high, à ce moment-là on va brancher tant que c'est high. Et je suppose que dans ce cas-là, on décrémente. Il faut que je regarde un peu plus en détail. Sur les instructions de chaîne aussi, il y a le registre 0 qu'il faudra, par exemple, CLC. Non, ça c'est sur une longueur, là c'est pas gênant. CLSC, voilà. Donc pour les chaînes de caractères, on va travailler avec des nuls à la fin traditionnellement, sachant que le registre 0 doit contenir 0. Parce qu'on peut très bien travailler avec un système de chaînes de caractères qui finissent par des dollars. À ce moment-là, on mettra le dollar dans R0. Bon. GR0 va contenir
0. Il y a beaucoup d'instructions comme ça que j'ai notées en violet ASCII. Il faudra mettre 0 dans le registre général 0. Par exemple, substring. Search-string. Voilà, ça c'est search-string, Unicode search-string. Voilà, donc aussi pour trouver une sous-chaîne dans une chaîne, pareil. On travaille sur de l'ASCII. Et on met dans 0 GR, c'est le registre 0, le caractère de test. Ah non, là c'est même pas 0, c'est qu'on va chercher un caractère de test. Pour trouver le caractère, je ne me souviens plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis parti sur autre chose. Ah oui, le CLC et le CLST. Alors, le CLC, le mieux c'est d'aller sur mes petits bouts de programme de test. Le CLC et le CLST, parce que les instructions importantes comme ça, je les teste une à une avec des petits programmes. Donc je me suis aperçu que j'ai deux chaînes égales, la chaîne 1 et la chaîne 2, et on fait notre programme CLC, Compare Logical Character 0, 14, ça c'est la longueur, R7 il pointe sur une chaîne et R5 sur l'autre. R7 sur chaîne 1 et R5 sur chaîne 2 dans le premier passage. Je m'aperçois que lorsque je mets pas un alignement pour chaque chaîne de caractères, même les deux premières qui sont égales, totalement pareil, il va pas le trouver, il va toujours dire que c'est supérieur, que celui-là est supérieur. Alors je sais pas s'il faut aligner à 8 à chaque fois ou 2 c'est suffisant. Moi j'ai mis un alignement à 8. C'est en faisant des petits bouts de programme comme ça, et quand on voit que ça marche pas, pourquoi ça marche pas, on sait qu'il y a des problèmes d'alignement importants sur ce processeur là. Donc bon, maintenant je m'embête plus, je mets pas devant chaque chaîne de caractères, je mets un alignement à 8. Voilà ce que je voulais dire, par exemple sur la comparaison avec une longueur. Alors il existe la même chose, j'avais testé aussi. C'est à ce moment-là on teste plus sur une longueur, mais sur la ending byte que l'on met dans le registre général 0. C'est-à-dire en faisant un ou exclusif du registre sur lui-même, on obtient 0. Et puis on va lancer la comparaison pareil, et idem, les deux premières n'étaient pas égales parce qu'elles n'étaient pas alignées. Bon, c'est comme ça. Donc on sait qu'il faut tout aligner, comme ça on est tranquille. Alors voilà, le mieux maintenant c'est de... Alors on va aller sur la machine... alors on verra pour SQL après. Donc là on est sur la machine sur le Z13. Il ne doit plus rester grand chose, j'ai viré tous mes programmes d'essai. Alors, sauf celui-là. Donc voilà notre programme. C'est toujours le même logique. Même chose que j'ai fait sur le 68000 et sur l'ARMB8, simplement à chaque fois on change les instructions, mais c'est le même assembleur, donc la même définition
de variables, etc. Toujours même syntaxe. Donc on a toujours le même programme. Voilà, alors comme j'ai des problèmes avec GDB là-dessus, il n'est pas très stable, des fois il raconte n'importe quoi, alors j'étais obligé de faire moi-même rajouter des messages de debug. Disquette ouverte maintenant, ouverte précédemment, positionnée à combien? Là on relit le répertoire, on sait que ça commence en 0 puisque j'ai pas de piste réservée. On sait qu'on doit lire 4096 puisque j'ai 128 entrées de répertoire. Là, maintenant, je les affiche. Pareil pour exporter un fichier. On va exporter un fichier lequel, en gros, là, le troisième, z80emu.c. Et donc là, comme ça, cafouiller aussi. Voilà, on va voir dans le répertoire. Tiens, là je peux pas ouvrir Exedit là-dessus. Je vais ouvrir Exedit là-dessus. On est sur le troisième. Non, oui, le troisième. On commence par 23x, c'est-à-dire 35, jusqu'à le dernier 47. Donc logiquement le dernier en décimale, ça fait 71. Et là c'est le positionnement dans la disquette CPM. Et puis on lit toujours des block size de 2048. Je vérifie qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation de registre, pas d'erreur de logique. On va bien extraire tous ces blocs là pour créer le fichier. Bon, il est là maintenant. Tout en majuscule puisque CPM est en majuscule, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, voilà. Jusqu'à la fin du fichier, il a bien enlevé les CTRL Z. Alors il y a un bug sur le dernier fichier, j'ai vu, ça c'est un bug de raisonnement. Un cas limite, ça doit être le même bug sur dans les autres versions du programme, c'est-à-dire que pour le dernier fichier qui est celui-là, qui fait juste 16 hectares, et si on l'extrait, il va nous rester les CTRL Z. On va exporter config.h, mais c'est pas gênant en soi. CTRL-C, pardon. Ah oui, c'est en majuscule là. Et donc à la fin il n'a pas enlevé, il finit bien. Bon, c'est pas bien parce il faut que je vois pourquoi là il fait pas le boulot qu'il fait sur les autres fichiers. Mais bon, c'est un fichier texte, et dans les fichiers texte de toute façon, s'il y a un CTRL Z, le programme qui traite les fichiers sur CPM s'arrête sur le CTRL Z. Alors, on va maintenant aller voir un peu en détail ce programme. Ah oui, alors j'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que comme l'adressage, les modes d'adressage, des fois on pointe sur des adresses illégales, on fait des opérations illégales. GDB il déraille complètement. Donc ce que j'ai trouvé en cherchant, j'ai trouvé un programme qui est super génial, Valgrind. On fait tourner son programme dessus.
Donc toute référence illégale à la mémoire, pointeur qui tape en dehors, adressage qui n'est pas valide, par exemple charger une adresse en cours alors qu'elle est longue, tout ce qui ne va pas dans la mémoire. Donc il suffit simplement d'utiliser son programme normalement, là il ne va rien se passer, on peut l'utiliser, faire tout ce qu'on veut avec. S'il y a un problème en mémoire, il va s'arrêter et il va dire exactement dans quelle ligne du fichier source est l'erreur. C'est super génial, c'est comme ça que j'ai réussi à déboguer, parce que quand il y a un problème mémoire, GDB il est complètement dans les choux. Ouais, on ne sait pas ce qu'il fait, il saute plus, il continue à dérouler son programme comme ça. Jusqu'au bout. Donc Valgrind, super outil, hein. Donc je vais ouvrir le source, on verra plus clair sur là-dessus. Oui, j'avais testé aussi la division et la multiplication. Alors division, ça c'est très dur à comprendre parce qu'encore il y a des registres pairs et impairs qui suivent. Par exemple, là, si on fait une division R2 sur R4, ça c'est le poids fort. Donc on peut mettre une valeur autre que 0 qui va se rajouter, parce que là R3 c'est le poids faible. Donc moi j'ai mis tous les bits à 1, on est en non signé. On travaille en non signé, si on met tous les bits à 1, on obtient quand même un nombre impressionnant. C'est le plus grand nombre non signé qu'on peut mettre dans un registre de 64 bits. Ce sont des millions, milliards, billiards, trilliards, quadrilliards. Et je divise par 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai un résultat que j'imprime. Quotient et reste. Donc dans R3 on met R2 et R3, c'est ce par quoi on va diviser. Moi je ne sais pas trop comment ça s'appelle, diviseur, dividende, je ne sais pas jamais ce que c'est. On a combiné R2 et R3 et on va diviser. Dans R4 c'est ce par quoi on divise et on lance la division. Et on obtient le reste en R2 et le quotient en R3. Voilà, il marche, hein. J'avais essayé. Multiplication, ce sont aussi des registres pairs impairs combinés, donc c'est assez fréquent, hein, dans les instructions. Pareil. Ça c'est le poids fort, ça c'est le poids faible. Alors là, ça se met à dérailler dans l'affichage, j'ai mis une petite valeur. Et on multiplie par R4 et alors on obtient le poids faible du résultat dans R3 et le poids fort dans R4. Bien sûr, on peut prendre d'autres registres, ça peut être R0 et R1, bon, éviter les R0 quand même, on verra qu'il vaut souvent 0 dans certaines instructions. Ça sont des bonnes valeurs bien placées, on peut utiliser R5, R6 et si on veut R5, enfin R4, R5, R6, il faut commencer par un pair, hein. C'est toujours un couple pair-impair suivi. Donc si on met R4 là, lui il doit être R5. Et lui il doit être autre chose que R4, R5. Sinon c'est incohérent. Ça marche comme ça une fois qu'on le sait, c'est du lourd, hein. Pas mal. Donc bon, on va examiner, on va commencer à regarder un peu mon programme. Donc ça c'est classique, c'est pour un Z13, j'inclus mon système def pour les registres, système def, ce que j'avais mis dedans, registre R0 pour 0, parce que normalement dans l'assembleur il faut mettre %R0 pour les registres généraux, %0 pour le registre d'accès
%F01 jusqu'à 15 pour le registre de virgule flottante. Et puis les vecteurs, ça c'est à part. Faut vraiment que je sais pas s'il y a des registres de vecteurs sur Linux, peut-être. Une chose est sûre, c'est qu'on a nos 16 registres floating point sur Linux, là, avec QEMU. Pour mémoire, la pile à l'entrée du programme, la save area en fait, c'est la save area qui nous est donnée, avec 160, toujours 160, 0 à 159 octets, c'est la save area pour les registres. À partir de 160, si on écrit un programme qui va utiliser des arguments entrants qui sont tapés dans la ligne de commande, on les aura en 160, 164, 168, etc. Sachant que ce sont des variables de 32 bits. Il y a aussi l'appel aux syscalls, mais les syscalls, bon, j'ai pas vraiment de documentation, et puis si on va chercher plus loin, on nous explique que de toute façon, les syscalls correspondent aux appels de fonction de la glibc. Ils font pas grand chose. Des fois, quand il y a plusieurs syscalls qui font la même chose, allez voir lequel est adapté à la machine sur laquelle on se trouve. Mais on peut tout faire par la glibc qui elle est bien documentée. Donc les syscalls, à part celui-là que je vais encore utiliser, parce que là aussi, avec mon append, je vais arrêter le programme avec une pile bancale, donc il faut qu'on tue le processus pour que ça ne plante pas. Donc on va voir ça dans le programme. Alors je vais enfin l'ouvrir, mon programme. Donc voilà, donc on retrouve simplement la ligne 8, Global Main, ça ce sont les définitions, c'est la géométrie de la disquette, c'est toujours la même chose que les autres programmes. Alors, ce qui est génial, alors, le ARMv8 c'est une copie conforme, je crois, de la façon de faire d'IBM. Tout va de droite vers la gauche, sauf le store qui va de gauche à droite. Ce sont à peu près les mêmes instructions. Simplement sur la RMv8, on peut faire un store que de 2 registres. Alors que là, donc, on commence par un store multiple G. Tout ce qui est 64 bits contient un G. Sauf exception, ça c'est un 64 bits, l'AY. Donc dans un store, les registres généraux de R6 et R15 dans la save area qui nous est fournie par le système. On redescend notre pointeur de pile comme je l'ai expliqué dans ma vidéo avec le 68260 pour avoir une save area pour ceux qui sont appelés. Pour nos sous-programmes à nous. Et même si on ne fait pas de sous-programme, il faut quand même avoir cette save area parce que si on a un plantage, par exemple on fait une division par 0, on part en traitement d'exception. Donc la routine qui va traiter l'exception va sauvegarder nos registres dans notre save area à nous qu'on a défini ici de 160 caractères en redescendant notre pointeur de pile de 160 octets. Voilà. Après, je vais chercher l'adresse longue. Alors, tout est long dans mon programme parce que toutes les données sont dans une autre section de programme qui est distante. Donc, forcément, tous mes accès sont longs. De même que là, pour imprimer un message. Donc, ça va faire un branch and save long. L'instruction va aller chercher l'adresse de la prochaine instruction, la mettre dans R14, nous brancher sur printf en long, qui est dans la bibliothèque glibc,
et au retour elle va se rebrancher sur les R14, c'est-à-dire qu'on va arriver là. Donc là pareil, est-ce que c'est la première fois qu'on a un getchar on a dit qu'on met cette variable à 1, comme ça on ne cherche pas à vider le buffer du clavier la première fois, puisqu'on sait qu'il n'y a rien dedans, risque de bloquer sur une lecture de caractère qui ne doit pas arriver, qui n'arrivera pas. Donc là, je vais faire un branch and save long de R14 sur getchar. Alors là, ce qui est génial, c'est que on a une immédiat maintenant. Donc compare logical general register, c'est quoi FI, c'est immédiat, F c'est quoi, c'est full. Ah oui, parce qu'on peut faire un compare logical general register half. Enfin, il y a des variantes, ne comparer qu'une partie du registre. Bon, 0A c'est le new line, c'est le caractère entrée, retour à la ligne. Si c'est pas un jump not equal, si c'est pas un retour à la ligne, on revient là. Ça c'est pour vider le buffer et on arrive. Là, et donc je vais faire load general register full immediate R0 de 0. On peut aussi, j'aurais pu faire un XGR et un 0 à 0, c'est pareil. Faire un way exclusif du registre sur lui-même ou le mettre à 0. Et puis, alors avant, si on voulait mettre un 0, il fallait mettre ça en base des placements. C'était un 0 sur le registre 0 qui vaut toujours 0. Je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Bon, le registre dans ces cas-là vaut 0, mais seulement dans ces cas-là. Sinon, il ne vaut que ce qu'on lui met. Là, je lui mets 0. Je fais un store général registre long dans first getchar de 0. Alors là aussi, on ne peut pas directement quand même mettre une valeur immédiate. Dans getchar, comme sur le RM8, il faut passer par un registre. Voilà. Allez, on va lire un caractère. Est-ce que c'est une fin de ligne? Si c'est une commande vide, on revient sur getchar. Si c'est un 1, si c'est pas un 1, on va aller là, sinon on va faire un format disque. C'est le même. J'ai même plus envie de trop expliquer le programme, puisque j'ai déjà expliqué 2 fois dans des vidéos précédentes. 2 c'est read directory, 3 c'est exporter un fichier. Donc on va imprimer nom du fichier à exporter, on va positionner des registres sur les zones d'entrée, et puis la copie en version CPM, c'est-à-dire 11 caractères avec des espaces pour compléter. Je vais faire un move string. Donc comme j'ai abordé ça tout à l'heure, notre chaîne de caractères sont terminées par un nul, donc je mets un nul dans R0. C'est exactement la même chose que ce que j'ai fait avant de faire un LGFI dans R0 de 0, c'est la même chose. On fait un move string de ce qui est dans R2 par R7. Alors là, bon, ce qui est déroutant, c'est que des fois on met des parenthèses, des fois on ne les met pas. Contrairement à d'autres assembleurs ou parenthèses ou crochets, c'est quand c'est une adresse, et si c'est la valeur du registre, on n'en met pas. Move string, bon, il y a peut-être, ils auraient pu faire une autre, bon, bref. Nombre de caractères maximum à acquérir, donc je vais mettre 12, ça veut dire que
Je vais boucler au maximum 12 fois, le bouclage au maximum 12 fois. Ah oui, ça c'est... là je vais vider le buffer, c'est-à-dire au moins relever jusqu'au new line de la saisie précédente, faire un get jar, convertir en majuscule, mettre le caractère au début de fetch, file to fetch, et le même caractère au début de file to fetch tout. Alors là, dommage, ce qu'il y a de moins par rapport à MV8, il n'y a pas ni pré-décrémentation ni post-incrémentation. Donc je ne peux pas faire de post-incrémentation, je suis obligé d'ajouter un aux deux pointeurs, R6 et R7. Je retranche un au compteur de boucle. Je vais voir si un point ou si on a déjà fini, et dans les deux cas je fais les traitements comme vu dans les autres vidéos. Voilà, donc j'ai gardé mon message debug. Donc on sait que si on arrive à la fin et qu'on a déjà écrit notre new line, il faudra mettre un espace à la place du new line dans le file to fetch tout, et un nul pour terminer prématurément la chaîne dans file to fetch. Après, bon, je reprends mes... Donc, pour chaque sous-programme, on crée une nouvelle save area. Comme ça, on saura où revenir. On sauvegarde d'ailleurs tous les registres. On respecte la norme. Un sous-programme, même si celui qui l'appelle utilise R6, R7 et 8 et 8 aussi, il va le lui restituer à la sortie. Donc après create disk image, tu regarderas, c'est la même chose dans les autres, simplement comparé à l'ARM, lui il commence avec le registre 0, puis le 1 et le 2. Ici, tout commence par R2. Donc aussi bien le retour R2, R0 et R1 sont vraiment pas impliqués dans le passage de paramètres dans les sous-programmes. Et on sait un peu pourquoi on évite l'usage, disons, du registre 0 et du registre 1, il faut qu'il soit le plus court possible. Moi, ici, à travers mon programme, je commence en R6, R7 jusqu'à R11, R12. Je laisse les registres inférieurs, 0 à 5, vraiment comme Scratch Register, ou disons un usage très court dans le temps au niveau du nombre de lignes. Après write disk image, close disk image, format disk, c'est pareil, c'est le même formatage. Qu'est-ce qu'on a comme instruction intéressante? Branch and count, oui, donc en fait dans R6 le nombre de dir entries. Et branch and count R6 FD1, c'est-à-dire il fait -1, -1, -1, -1, -1, et à chaque fois il branche -1, et quand il arrive à 0, il branche plus. Contrairement au DBRA de 68000 qui lui faisait un tour de plus. Bon, bref. Le formatage c'est vraiment très court, d'autant plus qu'avec cet assembleur-là, on a des instructions de traitement de chaîne de caractères qui sont assez sophistiquées. C'est les mêmes appellations, la même logique de programme. Lecture de répertoire, pareil.
explicité dans beaucoup de vidéos. Donc des choses comme BRCTG, je vais l'utiliser souvent. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah oui, il y a des additions, on va trouver des additions. Add logical, donc non signé. Général, j'utilise aussi sublogical, enfin SL, subtract logical, general register. Je travaille jamais avec des valeurs signées. Super, ça les immédiats. Add logical general full immediate. Rajoute un, registre un. Et on le remet dans bloc counter. Bon, là dans export bloc, puisqu'il faut qu'on multiplie 2048 par le numéro du bloc à exporter, on va voir la multiplication logical, donc non signé. R2 égale 0, R3 égale bloc size, donc 2048, R9 c'est la valeur entrante, R2 numéro du bloc à exporter que j'ai sauvé en R9 parce que j'ai mis autre chose dans R2 le temps de faire le printf, donc je remets le multiplicateur dans R4 et je fais une multiplication. R3 c'est le point faible. Une fois que j'ai positionné avec R3 dans position disk image, il a quoi comme paramètre d'entrée? C'est R3, donc on l'a tout de suite. Sachant que là on passe en 64 bits, donc on n'a pas de complexe. Le point fort, on n'a rien à foutre, hein. Au départ on travaillait en 8 bits puisque CPM lui il était en 8 bits, là on passe en 64 bits. Bon, j'espère que j'ai rien cassé depuis en cliquant dessus, parce que le programme je vais quand même le mettre en ligne après. Comme autre instruction, donc ça c'est soustraction logique toujours, c'est-à-dire non signé, multiplication. Ça c'est, alors ils ont rajouté des cas, même ils sont sympas, ils ont fait un peu comme ARM8, c'est de mettre de temps en temps pour certaines opérations. Et cas, ça veut dire qu'on travaille sur 3 opérandes, on va soustraire ça de ça et mettre le résultat là-dedans. Fetch file, donc pareil, donc c'est là qu'on va comparer, on va utiliser le CLC pour chercher le nom de fichier. Alors où est-ce que je l'ai mis sur là-dedans? Voilà, on le fait là. C'est-à-dire que on a vu que sur la disquette, la première entrée c'est occupé au user number, que les 11 caractères suivants sont le nom du fichier et son type, donc on va faire comparer 11 caractères pointés par R6 et R8 avec un offset de 0. C'est R8, il pointe sur file to fetch to. Là 11 caractères aussi, bon j'ai prévu un de plus, voire 2 de plus pour au cas où. Si on a égalité, on a trouvé, sinon on va rien à faire, on va aller voir le suivant. On a 8 block number, on va les lire un à un, s'ils sont non nuls, ben,
On va chercher le bloc correspondant et on va l'exporter jusqu'à la fermeture. Donc après on retrouve exactement la même chose que dans les précédents programmes, sauf que j'ai rajouté un alignement 8 partout. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, si pour les messages qu'on met sur l'écran comme ça. Bon, ça marche comme ça, on retrouve la même chose. Voilà, et donc là je vais pas sauver parce que j'ai dû cliquer des conneries dedans. Et on a dans notre programme qui fonctionne à merveille, qui extrait les fichiers. Voilà. Alors le GDB, lui, bon, des fois il marche, des fois il marche pas. C'est pour ça que j'ai été obligé un peu de faire mon propre debug par des messages. Donc nos registres, on va les trouver. Les deux premiers, c'est Processor Status Word. Il y a un masque et puis je crois une adresse. Les registres généraux de 0 à R15. Les registres d'accès, donc Access Control Register 0 à 15, bon, les deux premiers semblent servir. Alors ce qu'ils appellent Access, c'est l'accès à la mémoire commune sur le Z. Alors j'en sais pas plus, je n'ai pas essayé d'étudier pour savoir comment se gèrent les accès en mémoire. Je pense que ce sont des accès à la MMU logique. On a certains registres, programme counter, condition code, register. Oui, ça c'est chez IBM, c'est pas des drapeaux apparemment. Bah si, in fine, ce sont des drapeaux, mais ce sont les valeurs numériques des drapeaux. C'est les masques de overflow, not overflow, zero, not zero, minus, positive, carry or not carry. Et les registres float, alors il faut aller les chercher comme ça. Ça c'est premier floating point jusqu'au dernier. F15, pardon, voilà, bah là pour l'instant ils sont nuls, ils sont vraiment tous nuls. Ça je sais pas si, ah bah non, là il va pas donner c'est ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient. Moi je les avais utilisés dans des bouts d'essai, ils n'étaient pas nuls. Là ils sont tous nuls. Bon bref, donc step. Alors là déjà ça va dérailler parce que quand on fait des lectures clavier, il va, comme il les intercepte. Il faut à ce moment-là mettre un break sur autre chose, mettre un break sur read directory par exemple. Donc là, il faut que je tape 2, sinon on va jamais y arriver dedans. Puis après, notre step...
Alors une fois qu'il y a un problème, qu'il y a une contrariété, il ne fait plus les jumps. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et avec Valsrend, il a quand même réussi. Bref, voilà. Donc maintenant que je maîtrise à peu près l'assembleur IBM qui a bien évolué en 64 bits. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas mis d'immédiat pour les shifts. Par exemple, un que j'utilise. Voilà, en fait, registre, destination, registre, déplacement base. On est obligé de faire à l'ancienne, c'est-à-dire mettre une valeur, par exemple, décalée de 10 crans. Ce qui est l'assembleur, lui, il va encoder 0. 0 pour registre 0. Pour les shifts et les rotate, ils n'ont pas mis d'immédiat. Et à l'époque, on n'avait pas d'immédiat du tout. Donc la seule façon de mettre, quand on mettait load, par exemple un simple load, donc là il faut que je ferme après, il ne faut pas que j'enregistre ça, un simple load. C'est pas pareil. Parce que là c'est vraiment index base, on va dire load and scient. Donc cette instruction on l'avait pas, mais en admettant qu'on l'avait, même là on peut mettre un chiffre dedans. Alors à ce moment là ça devient une valeur immédiate. Je ne vais pas enregistrer maintenant. Donc ça va. L'assembleur Z Series IBM m'a donné le plus de complexité, mais j'aimerais bien aller plus loin. J'aimerais bien écrire maintenant un programme d'interface de base de données. Mais je ne sais pas comment je vais faire l'interface. Alors j'ai déjà créé la base de données. Alors quand on installe MariaDB, il n'y a qu'un seul utilisateur au départ, c'est root, il n'a pas de mot de passe. Simplement il faut pas faire ça. Ça marchera pas. Il faut se mettre en route comme ça. Voilà, ça je peux le faire parce que je suis dans les sudoers. Je suis déclaré là avec root, donc j'ai le droit de faire ça. Et là après on peut faire un MySQL. On va être connecté en tant que root. Sauf que là maintenant entre temps je lui ai défini un mot de passe qui est le même root. Donc je vais sortir de là et travailler normalement. Donc je reviens avec un CTRL D en tant que Denis, et puis je fais un MySQL-P, ça veut dire qu'on va rajouter un mot de passe. Voilà, donc j'ai fait une petite base de données que j'ai créée, que j'ai appelée test, donc déjà il faut que je l'utilise. Dans test, j'ai créé une table nom. Qui contient un numéro qui est une clé primaire, primary key, et puis un libellé.
dans ma table prénom, même chose. Et une table individu pour pouvoir rajouter le sexe, l'âge, etc. Qui contient donc deux champs nom et prénom, mais ce sont des entiers qui vont contenir les identifiants comme il se doit. Ouais, j'ai dû me remettre à SQL aussi. Voilà, j'ai mis 4 noms au hasard. Select étoile forme prénom. Pardon. Et donc après je les ai raccordés, c'est-à-dire select étoile forme individu. Voilà. L'individu 1 a un prénom 2, c'est-à-dire que Flore va s'appeler Jules, etc. Comme ça. Et donc si on veut sortir tous les éléments de la table, on va faire select étoile from individu, nom, prénom. Et là va accrocher les éléments, c'est-à-dire les concordances entre les numéros de nom des deux tables et les numéros de prénom des deux tables. On va dire que where individu point nom qui est un numéro, donc individu nom égale nom.id pour accrocher les identifiants. And individu point prénom égale prénom.id. Oui, ça c'est la sélection minimale. Après on va avoir que ceux qui ont prénom Charles. On va essayer de le faire, mais je me souviens plus trop des syntaxes. Là on va avoir que le premier s'appelle Jules Flore, le deuxième Molitor pour le Molitor et Charles Rocher. Dans notre oui, mais là ça commence à dérailler, mais ça c'est, je sais pas si c'est lié à QEMU. Étoile from. On peut même faire select nom prénom. Nom. Libellé, virgule libellé. Virgule libellé. Oui, non, il faut mettre nom.libellé. Virgule prénom. Non, on va faire autrement, sinon select nom.libellé. From. Where individu. Nom égale nom.id and individu point prénom égale prénom.id and donnez-moi le nom de tous ceux qui s'appellent Jules. Bon, Charles, on va en trouver qu'un. And donc c'est prénom.libellé. Like Charles. Ouf, on arrive au bout.
Waouh. Voilà. En fait, avec SQL, plus on tape de choses, moins on a de résultats. Comme ça que ça marche. Alors ça c'est beau, mais si on veut faire un programme de saisie, il faut trouver des listes déroulantes qui vont déjà proposer ce qui est dedans, dans la table, dans la colonne, et éventuellement faire un bouton plus pour faire un nouveau prénom, un nouveau nom. Bon. Voilà, pour l'instant. Je m'arrête là. Si question, je peux développer d'autres choses, pas de problème.